Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Pour vous présenter cette émission ce matin, Georges Allen. Nous avons l'honneur d'accueillir dans notre studio le candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme Délivrance, Antoine Joseph. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Georges, et c'est plutôt moi qui dois vous remercier pour cette aimable invitation. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio, les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision. Antoine Joseph, aujourd'hui vous êtes candidat à la présidence, vous n'êtes pas un politique né de la dernière pluie, vous avez été, pas candidat, mais plutôt président de la Chambre lors de la 45e législature, la Chambre des députés. Effectivement, j'ai un itinéraire politique, j'ai une carrière politique. J'ai commencé en 1986, après le départ de Jean-Claude Duvalier, à faire de la politique active. J'ai été membre du mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti, qui a intégré l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès avec le PAMPRA, qui est à la base de la fusion des sociodémocrates actuellement. Et il y avait aussi le MNP 28, qui est l'un des partis politiques de base de la plateforme Délivrance. Donc, j'ai été aux élections du 16 décembre 1990. J'ai gagné dès le premier tour en devenant député de Pétionville et de Kinskov à la 45e législature. Et j'ai passé 4 ans comme député. Et dans une année, de janvier 1993 à janvier 1995, comme président de la Chambre des députés. J'ai joué un rôle important dans la solution de la crise politique à l'époque, parce que vous savez, la 45e législature est marquée par le coup d'État. Donc, en qualité de député, de président de la Chambre des députés, j'avais beaucoup travaillé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Par la suite, j'avais laissé le MID et j'ai intégré le parti. Je suis l'un des membres fondateurs du Parti libéral haïtien, que j'ai laissé après quelques divergences, mais je reste toujours très, très, très proche de M. Jean-André Victor. Et quand je devrais donner ma démission, j'ai été le voir. Il m'a donné beaucoup de conseils qui se sont révélés très utiles pour la suite de ma carrière politique. Et après avoir laissé le Parti libéral, donc j'ai été approché par Georges Racine et le président de la République, M. Michel Martelly. Donc je suis l'un des 20 fondateurs du Parti libéral haïtien. Donc j'ai laissé le Parti libéral et avec le titre de secrétaire général. Donc je peux dire en quelque sorte, j'ai grandement participé à la fondation de ce parti. Et j'ai participé à son implantation dans 9 départements du pays. Il n'y a que le Nord-Ouest qui n'avait pas reçu ma visite en tant que secrétaire général pour l'implantation de ce parti. Malheureusement, les divergences avec l'entourage du président, je dois avouer que le président m'a toujours soutenu, sauf qu'en dernier lieu, où il y a eu un désaccord entre... Vous parlez de quel président ? Le président Martelly. Le président Martelly. Et sauf il y a environ 3 mois, il y a eu un désaccord entre le président et moi. Et au cours d'une rencontre au Palais national, le président Préval, qui était avec le président, et semble-t-il qu'ils avaient trouvé une entente et qu'il voulait que je sois plutôt candidat à la députation pour la circonscription de Pétionville. Mais vous étiez coordonnateur national du PHTK. J'étais le secrétaire général du Parti haïtien Tête-Calais. Et donc, je l'ai laissé à la suite de ce désaccord. Et désaccord entre le président Martelly, entre moi et le président Martelly et le président Préval. Et ce dernier voulait que je sois candidat à la députation, alors que le président Martelly m'avait déjà choisi comme candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Donc par la suite, je me suis dit, bon, pour grand que soient les rois, je les respecte. Le président Préval est un ami. M. Martelly, je lui dois beaucoup de choses. Il a relancé ma carrière politique. Mais quand les désaccords se font profonds et que vous avez quand même une personnalité, donc il est arrivé à un carrefour où j'étais obligé de prendre une décision importante. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai de la compétence, on me connaît pour mon honnêteté, mon sérieux. J'ai de l'expérience politique, pourquoi ne pas être candidat à la présidence? C'est comme ça. Et il faut dire que j'ai partagé l'idée avec des amis, et si ces amis m'avaient déconseillé, peut-être que je ne serais pas candidat à la présidence. C'est parce que mes amis m'ont dit, mais tu peux gagner les élections, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Et donc, j'ai foncé tête baissée, mais je dois vous dire que sincèrement, c'est la mer à boire. Ce n'est pas une chose facile. Donc est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes candidat à la présidence pour prendre votre revanche? Non.
loin de là. Okay. Loin de là, au contraire. Et moi, je dois vous dire que sincèrement, je souhaite, et je le dis avec toute la sincérité qui m'habite, je souhaite une longue vie au PHTK. Je n'ai pas de rancune, pas de rancœur. Pas de rancœur. Ouais, je n'ai rien contre ceux qui m'ont fait du tort. Et je ne suis pas quelqu'un qui oublie, donc, mais cependant, je ne suis pas de la catégorie des gens qui cherchent justement à faire des représailles, et pas parce que justement j'ai eu des problèmes. Moi, je dis que je peux même parler avec le diable. Je peux toujours essayer de convaincre le diable de me suivre dans ma voie. S'il refuse, c'est son affaire. Mais je tente toujours. Et au moment où je vous parle, si je dois diriger le pays, demain que je deviens président de la République, pourquoi ne pas avoir des membres, même du parti haïtien de Calais et d'autres partis de l'opposition, de manière à ce que, justement, ce que nous cherchons dans ce pays, la stabilité, et qu'elle arrive. Et cette stabilité, on en a besoin pour l'avenir de ce pays. Évidemment. Antoine Joseph, aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidence. Il y a, admettez-le, des candidats inconnus, peu connus, très connus, ou encore impopulaires ou populaires, ou non populaires du tout. Dans quelle catégorie de candidats vous vous rangez ? Bon, le fait que je m'étais retiré un peu de la politique active, le fait que je n'étais pas trop présent dans les médias, et je ne peux pas dire que je suis un candidat populaire, parce que le travail de terrain, et deuxièmement, en dépit du fait que moi j'étais le secrétaire général du parti haïtien de Calais, que le service de communication dépendait du secrétariat général, mais je n'étais pas en première ligne, je parlais rarement à la radio. Ce n'est qu'il y a environ 3 mois que le président Martelly m'a appelé qu'il voulait faire de moi le secrétaire général et le porte-parole du parti. C'est ainsi que les gens, il y a quand même un débat sur Radio Caraïbe Ramassé qui est un peu célèbre, et une sorte de face-à-face avec M. André Michel qui a révélé au public et le docteur Antoine Joseph. Donc, vous comprenez, j'étais député en 91, de 91 à 95, et depuis lors, je parlais rarement et en public. Voilà pourquoi, quand j'ai été m'inscrire, donc j'étais presque un inconnu pour la presse. Mais je dois vous dire que les choses commencent à bouger. Je fais du terrain, je mets en place mes coordinations départementales de campagne. J'ai un programme qui passe et le public est très sensible à mon programme, d'autant plus que pourquoi le cacher. Et beaucoup de membres du parti haïtien de Tête-Calais m'ont suivi et dans la démarche de devenir candidat à la présidence. Alors, j'allais justement vous poser cette question tout au début. Quelles sont les figures politiques connues qui font partie de cette plateforme, la plateforme Délivrance? Et vous savez que quand j'ai eu des problèmes, et à la suite du désaccord qu'il y avait entre le président Préval et le président Préval, Brice Martelly d'un côté, et votre serviteur, et le hasard a voulu que je sois un jour à Oasis-Hôtel. Et à ce moment, je suis tombé sur le sénateur Desjans Bélisaire, et qui était de la 45e législature. Et il m'a approché, il m'a dit que je suis au courant que tu as des déboires au sein du PHTK. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous n'entamons pas un dialogue et on aimerait bien te recevoir au sein de la plateforme Délivrance? Je dois dire aussi qu'à cette époque, jusqu'à présent, j'ai de très bons rapports avec Thierry Tardieu, qui était aussi un membre de la plateforme. Mais j'ai cru entendre que Thierry voulait justement amener la plateforme à retrouver vérité. Le sénateur Bélisaire n'était pas d'accord, donc il a préféré garder son identité en tant que plateforme. Et Thierry, entre-temps, qui est resté mon ami, et il est allé trouver la plateforme Vérité en tant que candidat pour la circonscription de Pétionville. Mais j'ai oublié de vous dire, entre parenthèses, et nullement je ne pourrais accepter d'être le candidat à la députation, parce que moi, quand je donne mon mot, je le respecte. J'avais déjà donné mon mot à Thierry pour le soutenir en tant que candidat à la députation pour la circonscription de Pétionville. Vous imaginez, vous donnez votre mot, et puis après, il voit que vous êtes candidat à la députation, ça ne fait pas du tout sérieux. Donc, et le sénateur Bélisaire et moi, ainsi que des autres membres de la direction, je cite un avocat connu, Maître Point-du-Jour, qui est professeur à la faculté de droit, l'ingénieur Georges Brunet, qui est aussi membre du directoire. Le dialogue a été entamé entre eux et moi. C'était un dialogue entre gens de bien. Donc, on a passé presque un mois à discuter avec des conditions et des conditions.
Donc, finalement, on est arrivé à un modus operandi et j'ai accepté, et ils sont acceptés par moi qui ai accepté, ils sont acceptés que ce soit leur candidat à la présidence. Mais permettez-moi de souligner à leur honneur qu'il n'y a pas eu affaire d'argent. Je n'ai pas acheté de plateforme, je n'ai pas acheté de bannière. Ils m'ont accepté à partir de mon passé, à partir de ma compétence, mon sérieux, mon Donc ces gens-là croient en vos chances de remporter les élections, de gagner? Moi, je crois que ce qui me fait sourire, c'est que quand j'ai approché la plateforme Délivrance, ils m'ont dit « Docteur, nous sommes un petit parti politique, on n'avait pas d'ambition d'avoir un candidat à la présidence. » Je me rappelle que je leur ai dit « Bon, rêvons un peu, et si demain vous devenez un grand parti parce que le président sort du parti ?» Ils m'ont dit « Bon, ok, on va le tenter. » Donc, et c'est vrai, ils ont des candidats à certains postes, mais ces candidats ne sont pas nombreux. Donc, ce n'est pas un grand parti, mais au moins, ils sont grands par le côté sérieux, par la qualité des personnalités qu'il y a au sein du parti. Moi, je suis certain que ce sont des gens, si je gagne les élections, ils sont des gens qui vont m'accompagner de manière honnête, sérieux, avec lesquels je peux construire quelque chose pour ce pays. À côté de votre droit politique, se porter candidat, c'est un droit. Et qu'est-ce qui vous donne cette autorité de croire qu'aujourd'hui, en 2015, Antoine Joseph peut être le candidat à la présidence et en 2016, le président du pays? Laissez-moi vous faire une confidence, Alain. J'ai été député, j'ai constaté qu'il y avait des décisions importantes et que mon pays était en crise à l'époque où j'étais député. Il y avait des décisions importantes, on comprenait pour le pays que ces décisions ne sortaient pas le pays. Et puis un beau jour, je me suis dit, bon, tu es député, il y a des décisions importantes qui sont prises et tu constates que ces décisions ne solutionnent pas la crise. Pourquoi est-ce que toi, tu ne deviens pas président de la Chambre des députés, que tu sois en mesure d'influencer ces décisions? Je vous avoue que ça n'a pas été facile parce qu'on était seulement 4 députés du MID sur 82. Vous imaginez les acrobaties politiques que j'ai dû faire pour devenir président. Bon, Dieu merci, je suis un homme de dialogue, un centriste, un modéré. Donc, et voilà, je suis devenu président de la Chambre des députés. Je dois vous dire qu'à partir du moment où je suis devenu président de la Chambre des députés, les choses ont bougé. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la communauté internationale. J'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer le haut état-major des forces armées d'Haïti, c'est l'armée qui avait fait le coup d'État. Il y avait aussi de très bons rapports avec la Valace. Et ce qui étonnait tout le monde, c'est que j'étais pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, par conséquent, une position qui était contradictoire par rapport à l'armée. Mais l'armée m'accueillait à bras ouverts parce que l'armée avait compris que ce qui m'intéressait, c'était le pays. Et que les décisions et que l'orientation que je donnais à la solution de la crise politique était favorable non seulement à l'armée, mais aussi au secteur La Valace. Et je me rappelle une fois ici, et ceci était mémorable, Clarence Souenoir, qui à l'époque était animateur à la radio, une fois, il m'avait invité à cette même émission qui se faisait le dimanche. Et un jour, il m'avait traité de la valacienne du MID. Et j'ai dû dire pourquoi? Parce que mon opinion, parce que mes décisions étaient allées dans le sens de la Valace. Pourtant, je viens de vous dire que j'avais de très bons rapports avec l'armée et l'armée. Et je me rappelle que, et comme il s'appelle encore ce colonel, qui était le secrétaire général de l'armée, au moment où le général Cédras partait pour rencontrer le président Aristide, j'étais l'auteur de la lettre qui a invité le général Cédras à rencontrer le président Aristide. Je me rappelle que ce colonel, qui était de Marigot, et j'ai oublié son nom, il m'a approché à l'aéroport pour me dire « Président, merci pour tout le service que vous avez rendu à l'armée, parce que moi, ma boussole est toujours le pays. » Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai des idées, j'ai de bonnes idées, et peut-être que vous allez me poser des idées sur mon programme. Évidemment, la Donc, seconde partie j'ai des idées, je me suis dit, bon, ces idées, en tant que président de la République, je les applique. Je suis certain que ces idées peuvent faire bouger le pays. Et si demain je constate que je n'arrive pas à faire bouger le pays en dépit de l'application de ces idées... Avoir des idées ne suffit pas, mais est-ce que vous avez des hommes avec vous et des femmes pour pouvoir matérialiser ces idées-là? Georges, vous savez que si je suis candidat et que je pense que je peux gagner, c'est parce que j'ai pu découvrir qu'il y a des gens de conviction et des gens qui acceptent de me suivre avec émotion. Je n'ai pas d'argent, je suis un élément de la classe moyenne, je suis médecin de profession. Ma clinique est installée à Pétionville, ma consultation est passée de $3 à $100 en 31 ans. Donc par conséquent, je n'ai pas volé, j'ai les mains propres
je n'ai pas fait de répression, je ne vends pas de la drogue. Donc, j'offre ma compétence, mon sérieux, mon honnêteté au pays. Donc, par conséquent, s'il y a des gens qui me suivent, c'est parce que seulement ils le font par émotion, par conviction. Et dans tout le pays, j'ai été étonné de voir, lorsque j'ai été installé, mes structures départementales de campagne, c'est-à-dire que l'accueil que les gens sont donnés à ce programme. Donc, je suis présent dans presque tout le pays. Le week-end dernier, j'étais dans le Nord où j'ai mis en place ma structure départementale de campagne. J'étais aussi à Ouanamet où j'ai mis ma structure départementale de campagne dans le Nord-Est. Le week-end prochain, je vais faire 2 autres départements. Donc, je n'ai pas encore ouvert officiellement ma campagne électorale. Donc, véritable périple déjà pour vous. On comprend bien, on va mettre un terme à la première partie de l'émission. Mais juste avant, en tant que candidat à la présidence, quel regard portez-vous sur l'actualité aujourd'hui? Manifestation de rue pour réclamer la démission du CEP, l'annulation des élections, et puis ensuite un CEP qui reste droit dans ses bottes avec son président qui dit « je ne démissionnerai pas ». Quel regard portez-vous? Est-ce que vous avez des appréhensions? Ouais, vous savez que j'ai assisté à la réunion que le Conseil électoral a faite avec les candidats à la présidence vendredi. Je me rappelle avoir dit au Conseil électoral, monsieur, chez vous, j'ai constaté des points positifs. Les points positifs, c'est la solidarité dont fait montre les membres du Conseil électoral. Moi, j'ai vu d'autres conseils électoraux avant eux. Divisés. Il y a certainement des divergences au sein du Conseil, mais le Conseil gère ces divergences à l'interne. Et cette solidarité, pour moi, elle est admirable. Mais de l'autre côté, j'ai dit au Conseil électoral, vous n'êtes pas à féliciter par rapport aux élections du 9 août. Parce que toutes les entités concernées par les élections disent que ces élections étaient mauvaises. Il n'y a même là, je dis que la société civile a qualifié ces élections de farce. Les partis politiques sont dans les rues et même la communauté internationale n'a pas le courage de dire que ces élections sont libres, honnêtes et démocratiques. La communauté internationale qualifie ces élections d'acceptables. C'est ce que j'ai dit au Conseil. J'ai dit au Conseil, par rapport à cette situation, il y a eu 3 possibilités. La réaction des partis politiques. Un premier groupe qui a une position radicale, qui demande l'annulation des élections et le départ du Conseil électoral. Un second groupe qui demande tout simplement l'évaluation, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'évaluer les élections. Il y a un troisième groupe aussi qui demande l'application stricte du décret électoral. J'ai dit au Conseil électoral, vous avez fait la sourde oreille par rapport à ces propositions. Vous avez décidé de faire cavalier seul, mais en faisant cavalier seul, vous avez quand même choisi de faire votre propre enquête et d'appliquer vous-même vos propres sanctions. Mais le papier que vous m'avez donné, dans lequel il y a les sanctions, et sur lequel figurent 16 personnes, 16 candidats, je ne pense pas que le désordre a été orchestré par seulement 16 citoyens candidats, vu l'ampleur du désordre. Donc, par conséquent, il faut continuer votre enquête. Nous qui sommes ici, qui ne sommes pas dans les rues, pour demander votre départ, on ne vous donne pas un chèque en blanc. Moi, je suis venu personnellement chercher la garantie que les élections du 25 octobre seront meilleures que les élections du 9 août. Et dans le papier que vous m'avez donné, par rapport aux mesures prises, il y a une mesure importante. C'est la sécurité. Donc, il n'y avait pas de sécurité pour les élections du 9 août. Donnez-moi la garantie. Si vous êtes certain que vous ne pouvez pas donner la garantie aux citoyens que ces élections seront honnêtes, libres, démocratiques, et le courage de nous dire que, monsieur, voici où se trouvent nos faiblesses, et nous, on comprendra. Parce que dans la salle, il y avait la majorité des candidats sont des candidats issus de la classe moyenne. On ne fait pas un procès d'intention, mais je pense qu'ils gagnent leur vie honnêtement. Donc, quand vous gagnez, quand moi, en tant que médecin, qui a gagné ma vie honnêtement et que je prends mon argent pour financer ma campagne électorale, donc, je n'ai pas l'habitude de mendier. Donc, par conséquent, je finance moi-même, jusqu'à présent, ma campagne électorale en attendant que j'aille vers les gens pour leur demander de me donner un support pour la campagne. Donc, si je suis en train de perdre mon temps, que vous ne pouvez pas donner la garantie que les élections seront honnêtes... Ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de très important que j'ai dit au Conseil électoral. Attention, les partis qui se sont servis de la violence pour gagner les élections
Moi, je crois que c'est triste de voir qu'on est revenu avant 1986. La violence est contraire à la démocratie. Mais sachez que les élections présidentielles seront beaucoup plus... Et les gens seront beaucoup plus intéressés aux élections présidentielles. Donc, et les partis beaucoup plus agressifs. Et les partis beaucoup plus agressifs. La violence n'est pas le monopole des partis. N'importe qui peut faire de la violence. Donc, si les partis politiques qui ne sont pas... si les partis politiques pour lesquels il y a des candidats à la présidence décident eux aussi de faire usage de la violence, on tombe dans la guerre civile et ce sera votre responsabilité. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour ramener la confiance, non seulement chez ceux qui sont dans les rues, et qu'ils soient peut-être soient en mesure de revenir dans les élections, parce que parmi eux, il y a des candidats, certainement des candidats à la présidence, et aussi nous autres qui avons accepté de venir ici, on ne vous donne pas un chèque en blanc. Alors, nous ne savons pas quelle a été la réponse du CEP à votre demande, mais le message aujourd'hui est passé. On va mettre un terme à la première partie de l'émission pour revenir ensuite à la seconde sur votre programme politique, Antoine Joseph. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une pause s'impose. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le candidat à la présidence, Antoine Joseph, candidat donc, sous la bannière de la plateforme Délivrance. Venons-en maintenant à votre programme politique. Sûrement, vous avez déjà élaboré, votre équipe a déjà élaboré un programme politique, les grandes lignes. Les grandes lignes, Georges, je suis parti du fait que lorsqu'on dit que quelqu'un est pauvre, cela veut dire quoi? Quelqu'un est pauvre, cela signifie tout simplement qu'il n'a pas les moyens pour se payer les services dont il a besoin. Donc, les services de santé, d'éducation, et même des fois, il n'arrive même pas à manger. Vous avez toujours entendu dire qu'Haïti est pauvre. Cela veut dire que Haïti n'a pas les moyens, que l'État ici n'a pas les moyens de donner des services aux citoyens. Il faut se poser la question pourquoi. Les moyens, donc quand vous avez ce budget, on dit que le chiffre c'est de 100 milliards, 900 millions de gouttes. OK? Et plus de la moitié est consacrée au budget de fonctionnement. Le reste est consacré au budget d'investissement. Mais le budget d'investissement, disons que le reste, très souvent quand il y a un projet d'investissement, ce projet est financé à 60% par la communauté internationale. Et maintenant, si on se base sur ce budget pour résoudre les problèmes, nous sommes tous dans la démagogie. Moi, je le dis sincèrement, cet argent ne suffit pas pour donner des services aux citoyens. Donc, toute démarche doit viser justement à renflouer les caisses de l'État. L'État doit avoir les moyens de sa politique. C'est clair. Donc, si l'État doit avoir les moyens de sa politique... On doit avoir un État riche pour les pauvres, c'est ça? Voilà. Maintenant, je dis que dans le contexte actuel, celui qui pense, qui vient vers le citoyen, qui dit au citoyen, moi, je vais faire de l'éducation, je vais donner la santé à tout le monde, pour moi, ceci signifie de la démagogie. Avec ce budget, il est impossible de le faire. Donc, nous devons réfléchir, quelles sont les activités, quels sont les secteurs d'activité capables de permettre à l'État d'avoir beaucoup plus de moyens pour offrir des services, pour donner des services aux citoyens. D'engranger des recettes. Voilà. L'État ne peut pas vendre de la drogue. Ah non. L'État ne peut pas être kidnappeur. Donc, par conséquent, moi, je pense qu'il faut réfléchir sur ce qui peut donner à l'État ses moyens. Là, vous parlez de l'économie. L'économie. C'est surtout l'économie. Tout tourne autour de l'économie, Georges. Tout tourne autour de l'économie. Tant qu'on n'est pas en mesure d'avoir beaucoup plus d'argent dans le budget, peut-être même près de la moitié de ce qu'on a, en plus, ou 2 fois, on ne sera pas en mesure de fournir des services. Par exemple, des gens disent qu'il nous faut l'armée. Mais avec quel argent nous allons payer l'armée? Et même des fois, on a des problèmes pour payer la police. Oui. Même la police, des fois, on a des problèmes pour payer la police. L'armée est budgétivore. Donc, un président qui arrive, qui veut diriger ce pays avec ce même budget, il va faire comme les autres. Il va finir aussi comme les autres. Donc, moi, j'ai dit que commençons par réfléchir sur certaines activités qui peuvent apporter, qui peuvent créer de la richesse.
Georges, il est clair que moi, j'estime que tout est prioritaire dans ce pays. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités, des priorités. Je prends par exemple la sécurité. La sécurité, pour moi, est prioritaire. Personne Par rapport à l'éducation, à l'agriculture, entre autres. Non, j'arrive sur l'agriculture. La sécurité est prioritaire. Il y a 4 secteurs pour moi qui sont prioritaires. Si je peux les appeler secteurs-là, la sécurité est prioritaire. Parce que sans la sécurité, personne n'investit. Et vous allez voir, qu'est-ce que Haïti a à vendre comme second secteur. Nous avons à vendre quand même notre soleil, nos plages, notre sens de l'hospitalité. Nous avons aussi à vendre notre nourriture. Donc, moi, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays et de faire du tourisme. D'ailleurs, quand je prends des vacances, j'adore faire du tourisme. Je vais dans les pays étrangers. Haïti, c'est un pays extraordinaire, un pays merveilleux pour le tourisme. D'ailleurs, autrefois, on l'avait. Naturellement, notre tourisme a été détruit par une mauvaise propagande, le sida, la violence, l'instabilité politique, etc. Donc, il faut faire revenir le tourisme. Le tourisme est florissant. À Cuba, c'est le tourisme qui permet à Cuba, justement, et en bonne partie, d'avoir cet essor économique. Le tourisme aussi. Moi, j'ai été à Ocho Rios, par exemple. J'ai vu l'investissement de Sandals, une compagnie touristique, près de $1 milliard investis à Ocho Rios. Donc, si on peut faire venir Sandals en Haïti, moi, je crois que c'est une bonne décision. Donc, le tourisme, Haïti, c'est un pays idéal pour le tourisme international. Donc, par conséquent, vous imaginez que, je ne sais pas, on dit que les entrées financières pour le tourisme, c'est d'environ 50 millions à 100 millions de dollars américains par année. Mais la majorité de cette somme vient seulement des 800 000 visiteurs qui arrivent par l'Abadi, en bateau de croisière. Donc imaginez qu'il y a un autre port. On peut faire accroître ce chiffre. On peut faire accroître ce chiffre, donc le tourisme pour moi. Mais à part le tourisme. Donc là, ça passe par la sécurité. La sécurité, le tourisme. Mais Georges, soyons sérieux. Depuis 1804, nous faisons une forme d'agriculture qui est la parcellisation. Tibit manioc, tibit patate, etc. Agriculture de subsistance. L'agriculture de subsistance. Je dis même l'agriculture de pauvreté. OK? Donc, il faut changer, si vous voulez, nos habitudes. Moi, je le dis avec toute la sincérité qui m'habite, j'encourage des projets du genre et de Jovenel Moïse, dans le Nord-Est. On me dit aussi qu'il y a une plantation du côté de Léogane où il y a environ 300 carreaux de terre qui sont plantés en mango francique. OK? Donc, ce sont des projets qui sont en mesure. Imaginez 300 carreaux de terre en mango francique. Si sur chaque carreau, on peut avoir 500 manguiers, vous imaginez le nombre de manguiers qu'il y a sur les 300 carreaux de terre et ce que cela peut générer après 4 ans, 5 ans, si chaque manguier peut donner environ $200 américains. Donc, des projets de ce genre sont encouragés. Mais moi, je vous dis que je prends les choses aussi sur le plan pratique. Personnellement, je suis en train de mettre en place une structure technique, socio-technique dans tous les départements. Il y a environ 50 ingénieurs agronomes et 150 techniciens agricoles qui doivent encadrer. C'est une structure, je dis bien socio-technique, parce que sur le plan social, cette structure encadre les petits producteurs par la formation. Cette structure met en place une structure de crédit sous forme de mutuelle, et de manière à ce que ces coopératives agricoles, ces organisations converties en coopératives agricoles, soient en mesure de produire de manière industrielle. Donc, ces petites structures produisent, il y a une structure intermédiaire avec des citoyens de la classe moyenne qui achètent une action dans une entreprise agricole qui est la Indagreco. Permettez-moi de vous dire que je suis personnellement le président du conseil d'administration de la Indagreco. Aujourd'hui, nous avons des contrats pour le petit mil, pour le maïs, mais nous n'arrivons pas à honorer ces contrats parce qu'il n'y a pas assez de production. Donc, nous avons mis en place, si vous voulez, cette structure capable de nous fournir les produits dont nous avons besoin pour respecter les contrats. Imaginez que la Indagreco, aujourd'hui, est en train de négocier un contrat de 4 500 000 de marmites de maïs tous les 4 mois. C'est un contrat de 3 millions de marmites de petits mil. Or, par exemple, pour le maïs, on est arrivé à 1 million seulement. Donc, on n'arrive pas à honorer le contrat. Donc, il y a la possibilité de créer de la richesse à partir, justement, de l'agriculture. L'agriculture, mon Dieu, on n'a pas le choix. D'autant plus que si on veut faire venir du tourisme, et imaginons, il y a justement une infrastructure touristique dans le sud, par exemple, du côté de Port-Salut et du côté de l'île à Vache, par exemple. Et si on crée, justement, des coopératives agricoles qui entourent les infrastructures touristiques et qu'il y a des contrats entre l'hôtel,
entre l'infrastructure touristique et ces coopératives agricoles. Donc la production, mon Dieu, a un marché immédiatement. Donc il faut aller par là. Donc par conséquent, les petits producteurs peuvent payer des taxes. On va combattre, et la société anonyme va payer des taxes. Et enfin, il y a quand même les entreprises de transformation qui paient aussi des taxes. Il y a les techniciens qui paient aussi l'impôt sur le revenu. Donc, à partir de l'agriculture, à partir du tourisme, l'État peut justement avoir beaucoup plus de fonds et à la longue pour offrir des services aux citoyens. Aujourd'hui, en 2015, pardonnez-moi, en 2015, l'agriculture ne va pas sans la technologie. Est-ce qu'il y a un volet technologique inclus dans votre programme? Moi, je parle de l'agriculture industrielle, de l'agriculture mécanisée. Okay. Permettez-moi rapidement de vous raconter une histoire. Moi, je crois que la question, par exemple, la question haïtiano-dominicaine, il y a peut-être une forme d'hypocrisie. Ce que j'entends par hypocrisie, moi, j'applaudis dès demain l'initiative du collectif du 4 décembre et qui entre dans une forme de nationalisme. Mais ce nationalisme, c'est ce nationalisme un peu verbal. Spontané, il faut beaucoup plus. Parce que la situation d'Haïti et la République dominicaine, c'est une situation comparable aux États-Unis et le Mexique. Comprenez que les États-Unis ont une frontière commune avec le Canada. Les Canadiens ne vont pas aux États-Unis pour chercher du travail et vice-versa, les Américains restent chez eux. Mais pour le Mexique, c'est différent. Parce qu'il y a une différence économique entre le Mexique et les États-Unis. Le Mexicain laisse son pays pour aller vers les États-Unis chercher une vie meilleure. Vous n'imaginez pas le nombre de Mexicains décédés dans l'aventure, justement, de passer la frontière américano-mexicaine. C'est la même chose. Il y a un problème économique entre les deux pays, entre Haïti et la République dominicaine. L'Haïtien est obligé de laisser, l'Haïtien pauvre est obligé de laisser Haïti pour aller chercher une vie meilleure en République dominicaine. Si nous voulons, ce qui est humain, c'est un réflexe normal. Mais si nous voulons justement solutionner ce problème, il faut divorcer avec l'agriculture de parcellisation. Il faut une agriculture industrielle, il faut une agriculture mécanisée. Donc, dans quel secteur travaillent les Haïtiens en République dominicaine? Dans l'agriculture et la construction. Moi, je me rappelle une histoire, si vous permettez, une histoire que m'a racontée deux jeunes qui ont été se spécialiser en République dominicaine après avoir fait des études d'agronomie en Haïti. Ils sont partis et un jour, ils ont été invités justement à faire du stage en agronomie, qui est leur spécialité, avec leur professeur. Là où ils étaient, ils ont vu un hélicoptère survoler la plantation pendant même 45 minutes. Et après, ils ont vu arriver une voiture, une sorte de Hammer, la voiture que vous connaissez, avec 3 Dominicains à bord. Les Dominicains ont descendu de la voiture, ils ont salué justement les professeurs et les étudiants qui étaient là. Les étudiants haïtiens étaient étonnés, parce que ces messieurs étaient les propriétaires de la plantation. La plantation est tellement grande qu'ils n'aillent même pas à visiter la plantation à pied. Il leur faut non seulement un hélicoptère, mais il leur faut aussi une voiture. De telles plantations, mon Dieu, peuvent créer des emplois. Voilà pourquoi je vous dis qu'avec toute la franchise qui m'habite, j'encourage justement des projets du genre la bananeraie de Jovenel Moïse. Sauf que moi dans mon projet, je priorise plutôt, je donne la priorité à l'économie solidaire. Il faut une participation très forte de la base des coopératives agricoles. On est même en train de travailler sur une forme d'assurance qui peut couvrir au minimum 5 carreaux de terre. Il faut que l'Haïtien apprenne à se mettre ensemble. Donc, cette affaire de petite parcelle, il faut en finir avec. Donc, là, enfin, on commence à parler de l'énergie. Oui, sécurité, tourisme, agriculture, énergie. En peu de mots, résumer ce secteur pour nous. Et l'énergie. Bon, s'il est possible justement de développer un pays sans l'énergie. Et moi, je crois que pour l'énergie, on a intérêt à se servir de nos richesses. Je ne peux pas dire le vent, mais au moins le soleil. Le soleil. J'ai appris, par exemple, donc, et je vais m'informer là-dessus, qu'il y a des entreprises qui fabriquent même des génératrices qui peuvent aller jusqu'à 512 kW et qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Pourquoi ne pas voir dans cette direction? Des villes peuvent être électrifiées à partir de l'énergie solaire. L'énergie aussi, c'est le développement. Vous imaginez, même l'énergie, c'est l'éducation. Dans les sections rurales, si nous voulons que les fils de paysans soient formés, on peut faire l'université à partir de l'Internet.
en ayant un contact avec l'université à l'extérieur qui vous donne les cours par correspondance et par Internet. Donc, si le paysan a accès justement à l'énergie et que lui aussi, il peut se servir de l'Internet à partir et du monde paysan, mon Dieu, vous imaginez combien de gens qui peuvent recevoir l'éducation mais à partir de l'Internet. Moi, je ne parle pas des autres affaires qu'on peut faire avec l'énergie, l'agro-transformation, donc tout cela. De l'énergie, on en a besoin dans ce pays si on veut. Aussi, l'énergie aussi, c'est la civilisation. Donc, il faut apporter l'énergie dans les coins les plus reculés. Et si on veut le faire, c'est à partir de l'énergie solaire. OK? Donc, moi, je ne sais pas. L'énergie aussi fait partie de l'une de mes priorités. Je n'ai pas cité la santé et l'éducation. Et parfois, on me pose la question, vous êtes médecin et pourtant, vous ne donnez pas la priorité à la santé. Oui, la santé est prioritaire, mais est-ce qu'on peut faire mieux avec l'argent qu'on a avec la santé? Moi, je dis non. Et en plus, vous savez ce que j'ai remarqué? L'Haïtien, quand il a de l'argent, il est capable. Il préfère envoyer son enfant dans l'école de son choix. C'est quand il n'a pas d'argent qu'il se confie à l'État. Mais le fardeau qu'on veut donner à l'État, l'État ici actuellement, a-t-il les moyens de faire et de répondre aux exigences de la population par rapport aux services d'éducation et de santé? Moi, je dis non. J'applaudis dès demain les efforts qui sont faits dans ce sens, mais si nous voulons aller beaucoup plus loin, il nous faut les moyens. Donc, les moyens, moi, je donne la priorité aux démarches qui peuvent donner à l'État les moyens dont il a besoin pour offrir les services aux citoyens. Tout au début de l'émission, vous aviez dit que l'armée est budgétivore, qu'on ne peut pas en rêver, qu'on ne peut pas rêver d'avoir une armée, il est trop tôt. Est-ce que l'on doit comprendre que arriver au pouvoir, si vous arrivez au pouvoir, les forces armées d'Haïti ne seront pas de retour? Vous savez, dans la question de l'armée, il y a une approche très nationaliste. Moi, je ne dis pas que j'aime mon pays, j'adore mon pays. D'ailleurs, j'ai fait le choix de rester à l'époque où beaucoup de médecins laissaient le pays pour aller vivre à l'extérieur. J'ai eu la chance de visiter les États-Unis et le Canada à l'époque où j'étais étudiant à la faculté de médecine. Et j'ai eu le courage de revenir en dépit, justement, si vous voulez, des offres alléchantes qu'on m'avait fait à l'extérieur, de rester aux États-Unis, au Canada, comme médecin, vous allez gagner et beaucoup d'argent. Donc j'ai décidé de revenir. Donc mon pays, je l'adore. Mais cependant, en même temps, je suis réaliste. Réaliste. À quoi cela sert d'avoir une armée indigène et de voir cette armée financée par l'étranger? La communauté internationale. La communauté internationale. À quoi cela sert? C'est-à-dire Haïti n'a pas les reins solides pour supporter pendant un quinquennat une armée. Mais comprenez, la police que nous avons, l'effectif n'est pas suffisant. Tout le monde dit qu'il faut augmenter l'effectif de l'armée. De la police. De la police, pardon. Imaginons qu'effectivement nous arrivons à augmenter l'effectif de la police. Donc il faudra payer ce surplus dans l'effectif actuel. Donc commençons par nous poser la question, dans le budget actuel, où est-ce que nous allons trouver de l'argent? La part de l'armée. La part de l'armée pour payer. Donc moi je plaide plutôt, qu'on pardonne ma sincérité, moi je plaide plutôt pour un corps militarisé au sein de la police. C'est-à-dire que des policiers qui ont eu aussi une formation militaire et capables d'intervenir sur le terrain en tant que militaire, par exemple lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. En attendant la mise en place d'une armée, en attendant que nous ayons les fonds nécessaires pour mettre en place une armée. Mais pour le moment, soyons réalistes, nous ne pouvons pas le faire, il ne faut pas mentir à la population. Et c'est ça aussi d'avoir un nationalisme verbal, et alors que nous n'avons pas les moyens de notre politique. Moi, qu'on pardonne... Le chauvinisme. Ouais. Donc, Antoine Joseph, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Dommage. Mais juste avant, une certaine question, si vous le dites. Une dernière question. Aujourd'hui, après ce que je pourrais appeler épuration, la liste des candidats à la présidence est réduite à 54 candidats. Pourquoi voter pour Antoine Joseph et ne pas voter pour les 53 autres? Vous savez, j'ai présenté un programme. J'ai eu un passé politique. Je me présente avec un package. Dans ce package, il y a mon passé politique, il y a la personnalité, ma compétence, mon honnêteté, mon sérieux. Je mets tout cela au service de mon pays. Il se peut que je ne gagne pas les élections, Georges. Mais vous savez ce que j'espère, que celui qui va gagner les élections, qu'il l'offre à la population beaucoup plus que ce que moi j'offre à la population. Donc, je suis venu
dans cette arène, si je peux l'appeler ainsi, dans la bataille politique, certainement pour gagner, mais surtout, pour que celui qui gagne et que le peuple constate qu'il est au-dessus de moi, qu'il a beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de valeur, et qu'il a beaucoup plus de compétences, qu'il est beaucoup plus en mesure de diriger ce pays dans la direction rêvée par la population. Mais en ce qui me concerne, moi, je le dis, j'offre, et je crois qu'on a intérêt à me voter pour mon passé, mon expérience politique. Et permettez-moi de vous dire, ce n'est pas facile que quelqu'un qui a fait de la politique active, que j'ai été député durant 4 ans, président de la Chambre des députés, et que je dis carrément que personne ne va caper les pieds pour ne pas dire pardon, parce que je ne vais pas voler, je ne vais pas faire répression, je ne vais pas rien que pas ça. Donc, par conséquent, moi, je pense que tout le monde qui a voté mieux, il y a une certaine fierté pour voter citoyen ça. Donc, je vais mettre mon mieux tout que la performance que j'ai donnée en tant que député Et quelle loi avez-vous proposée? Mets-toi à l'aise, Georges. La 45e législature a été une législature de combat. C'était une législature qui avait, et à laquelle on a donné une mission spéciale, gérer une crise politique profonde. La société était déchirée, il y avait un coup d'État. Quand quelqu'un de la 45e législature va vous dire que voici son bilan en tant que loi, il était impossible à voir. De notre côté, d'un côté, il y avait un président élu, renversé par un coup d'État, qui se trouvait en exil. Et de l'autre côté, il y avait l'armée. Et la société était complètement déchirée. La 45e législature avait pour mission, justement, de gérer cette crise. C'est ce que nous avons fait durant plus de 3 ans. Gérer la crise politique. Donc, de bilan en ce qui concerne des lois, on a commencé justement à voter des lois au cours des 6 premiers mois du président Aristide. À l'époque, le président Préval était le Premier ministre. Mais après, qu'est-ce qu'on pouvait faire? À part justement partir, être à l'extérieur, très souvent, des déchirures, des fractures soulevées législatives, si je peux les appeler ainsi. C'était la mission qu'on nous avait forcé à avoir. Et Dieu merci, nous avons accompli cette mission. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, des personnalités politiques de premier ordre pour le moment sont des anciens députés de la 45e, et parmi lesquels je cite Edmond Supplice-Bozil, Madistin, et Joseph Lambert, Sorel Hyacinthe, le président de la Cour supérieure des comptes, et votre serviteur, comme il s'appelle encore, même celui qui est dans l'opposition, qui donne du fil à retordre, justement, et au pouvoir, Serge et Jean-Louis, nous sommes tous des anciens députés de la 45e législature, donc de la compétence, si vous voulez, de la bonne volonté, on l'avait. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve, la majorité d'entre nous, bon nombre d'entre nous, dans des postes importants de la politique ou de l'administration. Donc, actuellement, je dois vous dire qu'il y a 2 anciens députés de la 45e législature, candidats à la présidence, l'ancien collègue Samuel Madistin et votre serviteur, malheureusement, du Liboutus que vous connaissez, qui a été ministre des Affaires étrangères, il a été éjecté et de la liste des candidats pour des raisons que vous savez. Donc, ça, c'est un peu le bilan de la 45e. Et je suis fier de dire qu'à un certain moment, j'ai représenté dignement la 45e législature en tant que président de la Chambre des députés. Voilà, merci Antoine Joseph. Votre programme politique étant en partie vendu, maintenant on attend le 25 octobre. Oui, on attend le 25 octobre et avec l'espoir que le 25 octobre ne sera pas un 9 août. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le candidat à la présidence Antoine Joseph. C'est bien sous la plateforme politique Délivrance. Merci Antoine Joseph et bonne journée avec nous sur Métropole. Bonne suite de programmation aux auditeurs et téléspectateurs. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.